21h40 à Paris, même heure à Kinshasa, 22h40 à Goma. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique consacré une fois de plus ce soir à la situation à Goma en République démocratique du Congo. La situation reste confuse. Les combats entre les forces armées congolaises et le M23 soutenu par des troupes rwandaises se poursuivent à Goma. Selon l'AFP qui cite des sources sécuritaires, l'aéroport de la capitale du Nord Kivu serait désormais contrôlé par les rebelles. Pendant ce temps, la situation humanitaire se dégrade. Nous ferons le point à Goma, mais aussi à Gisenyi avec notre envoyé spécial. Et nous irons également à Kinshasa, où des manifestations pour demander des sanctions contre le Rwanda ont dégénéré, ciblant plusieurs ambassades. Enfin, nous ferons un point sur les options diplomatiques, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir avec notre invité, le politologue Bob Kabamba. Les combats se poursuivent donc à Goma entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, lourdement armés et soutenus par les troupes rwandaises. La situation reste confuse dans la ville. Selon l'AFP, qui cite des sources sécuritaires, l'aéroport serait contrôlé par les rebelles du M23. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Des tirs se faisaient toujours entendre en fin d'après-midi dans le centre de Goma, mais ils sont moins intenses que ces derniers jours selon les habitants que nous avons contactés. Alors il est encore difficile de dire quelles parties de la ville sont contrôlées par les forces congolaises appuyées par leurs alliés et lesquelles sont contrôlées par l'armée rwandaise et le M23. Alors des sources humanitaires et sécuritaires nous affirment que le M23 et les soldats rwandais ont pris le contrôle de l'aéroport de Goma, alors que d'autres quartiers au nord de la ville sont encore contrôlés par les forces congolaises. Le gouvernement ne s'est pas encore exprimé sur la situation dans la ville. De nombreux pillages sont signalés dans certains quartiers. Alors côté diplomatique, la pression s'accentue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit de nouveau ce mardi. Il s'était réuni une première fois en urgence dimanche. Ses membres avaient dénoncé, sans citer le Rwanda, la présence de forces extérieures sur le territoire congolais et ils avaient appelé au respect du cessez-le-feu. Une déclaration vague, sans exigence claire pour le Rwanda, selon Kinshasa, qui demande notamment des sanctions ciblées contre des hauts gradés rwandais et des décideurs politiques. Alors pour rappel, 3 à 4 000 soldats rwandais sont dans l'est de la RDC et appuient le M23, selon le dernier rapport des experts de l'ONU. Des sources sécuritaires évoquent l'arrivée de renforts ces derniers jours, sans donner de chiffres précis. Et à Kinshasa, ils étaient des centaines à défiler dans les rues en réaction à la situation à Goma. Les manifestants se sont rassemblés devant des ambassades pour protester contre l'inertie de la communauté internationale. De nombreuses représentations diplomatiques ont été vandalisées. Noémie Roche. Derrière ces nuages de fumée, l'ambassade du Rwanda, prise pour cible par des manifestants. Voitures brûlées, bâtiments saccagés en partie. Les manifestants ont laissé éclater leur colère un peu partout dans la capitale. L'ambassade des Pays-Bas a également été attaquée, tout comme celle d'Ouganda, de la Belgique et de la France, où un incendie a été maîtrisé. Les manifestants protestent contre les événements en cours à Goma et dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis face aux affrontements meurtriers qui se poursuivent. Après une progression éclair ces dernières semaines, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dimanche soir dans la grande ville de l'Est. Le gouvernement congolais assure tout faire pour éviter un carnage, mais la situation reste confuse. L'Agence humanitaire des Nations Unies décrit une situation terrible pour les civils. Et justement, les ONG sur le terrain à Goma sont nombreuses à tirer la sonnette d'alarme. La situation est critique et les populations démunies. Laurent Berstecher. Ils transportaient des vivres du programme alimentaire mondial au Nord Kivu lorsque les combats ont éclaté. Pris au piège par les violences, ces chauffeurs de poids lourds ont dû faire demi-tour et revenir vers la frontière rwandaise. Tous sont conscients d'avoir échappé au pire. Nous avons vu et entendu des choses horribles. Des cadavres, des coups de feu, des explosions. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Des combats étaient toujours signalés mardi dans la capitale du Nord Kivu, faisant craindre une rapide dégradation de la situation humanitaire. Selon les Nations Unies, de nombreuses exactions ont été commises contre les populations civiles, dont des violences sexuelles, et les hôpitaux n'arrivent déjà plus à gérer l'afflux de blessés. Goma risque également des coupures d'eau et d'électricité et pourrait faire face à des pénuries alimentaires
Plusieurs agences humanitaires ont dénoncé mardi les pillages de leurs entrepôts contenant des vivres et du matériel médical, tandis que le Programme alimentaire mondial a annoncé la suspension temporaire de ses activités dans la région. Nous nous inquiétons du risque de hausse des prix et de pénurie alimentaire à Goma, alors que l'accès à l'aéroport et à de nombreuses routes reste coupé. Face à l'ampleur de la crise, les Nations Unies ont appelé toutes les parties à mettre en place un cessez-le-feu temporaire et à établir des corridors humanitaires afin de faciliter l'évacuation des populations civiles. Nous avons pu joindre un peu plus tôt dans la journée Emmanuel Lampart, directeur pays de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Lui aussi se dit très préoccupé par la situation sur le terrain. De nombreux blessés affluent sans pouvoir être pris en charge. Écoutez-le, il répondait aux questions de Célia Caracena. Ce qui devient de plus en plus préoccupant, c'est des pillages de certains stocks qui ont eu lieu, notamment le stock d'un acteur médical humanitaire très important qui a encore une capacité chirurgicale, notamment d'Ocho, a été complètement pillé, ce qui risque aussi de nous donner une surcharge davantage au niveau de Keshero, où nous avions à midi plus de 60 blessés sur les lits. Il faut regagner, dans le meilleur délai, un accès humanitaire. Aujourd'hui, les stocks sont aussi tout doucement en train de s'épuiser. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de faire entrer du nouveau staff ou des ressources matérielles, équipements médicaux supplémentaires. On a vu qu'il y avait davantage de blessés par balle, vers aussi blessés par explosion suite à l'utilisation d'artillerie lourde, des roquettes RPG, etc. Et également, je crois qu'il est important de noter que la proportion des civils continue à augmenter autour de 30-40%. Les combats ont poussé des centaines de civils congolais à se réfugier côté rwandais. Ils sont arrivés en nombre à la ville frontalière de Gisenyi. Un grand nombre d'entre eux ont frôlé la mort. Notre envoyé spécial à Gisenyi, Clément Diroma, a pu leur parler. Ce mardi, les combats à la frontière entre le Rwanda et la RD Congo se sont calmés en milieu de matinée. Une partie des réfugiés qui attendaient de fuir les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise à Goma ont pu traverser la grande barrière à Gisenyi, la ville frontalière rwandaise où je me trouve actuellement. Plus de 1200 réfugiés ont été guidés par les autorités jusqu'à un camp de fortune en périphérie de la ville. Je vous propose d'écouter Luc, un jeune Congolais qui s'est retrouvé piégé dans des combats alors qu'il rendait visite à des amis à Goma. Je me suis retrouvé coincé, il y avait des balles partout, il y avait des cadavres partout sur la route. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est en fait ça. Je peux dire que c'était très dur. C'était très dur, justement, je me suis abrité dans la maison, donc il n'y avait pas nulle part où aller. Je me suis dit, si j'aille quelque part, il y a des balles perdues partout, est-ce que ils peuvent me prendre et me blesser, des choses comme ça. Le camp où se trouve Luc peut accueillir environ 12 000 personnes selon les autorités rwandaises qui se préparent donc à une arrivée massive de réfugiés congolais dans les jours à venir. Plusieurs milliers d'entre eux ont déjà traversé les 2 points frontières qui relient Gisenyi à Goma ces derniers jours. Et puis ce lundi, de nombreuses personnes sont restées bloquées puisque des combats intenses ont fait rage à la frontière entre les 2 pays. Selon Kigali, au moins 5 civils ont perdu la vie suite à des tirs d'obus et de balles perdues tombées côté rwandais. Et sur le plan diplomatique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les violences du M23 et l'a exhorté à déposer les armes sans citer nommément le Rwanda, alors qu'à New York, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo est prévue ce soir. Pour en parler, nous retrouvons le politologue et spécialiste de la République démocratique du Congo, Bob Kabamba. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi cette prudence des pays africains? Pourquoi ne pas citer le Rwanda? Quid de la communauté internationale? Faut-il des sanctions contre le Rwanda comme l'exige la République démocratique du Congo?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda jouit quand même d'une très grande crédibilité sur le plan africain. Le Rwanda est à l'origine de la création donc, de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Le Rwanda contribue à la résolution de beaucoup de conflits sur le continent africain. L'armée rwandaise est classée parmi les meilleures armées africaines à être déployées dans plusieurs conflits et à apporter des résultats. Il y a aussi le fait que le Rwanda a conclu quand même beaucoup d'accords économiques, commerciaux et sécuritaires avec beaucoup de pays africains. Et aussi, dernier élément, comme l'a dit tout à l'heure votre reportage sur Kinshasa, les événements de Kinshasa avec les attaques coordonnées des ambassades. Tout ça, on peut être mis ensemble pour comprendre pourquoi au niveau de l'Union africaine, on n'a pas voulu aller au-delà de simplement demander un cessez-le-feu. C'est aussi le retrait de la rébellion M23. Sur la question des sanctions, c'est qu'il faut bien comprendre le système. Le système de sanctions fonctionne avec un consensus. C'est un consensus qui lie beaucoup de pays, qui lie aussi beaucoup d'organisations régionales. Et pour arriver à avoir ce consensus, il faut que les pays membres de soit une région, soit de la communauté internationale se mettent d'accord sur ce qu'il faut pouvoir prendre comme mesure. Or, dans la communauté internationale, au sein de certaines organisations régionales, il y a aussi des pays qui s'opposent à des sanctions contre le Rwanda. Et alors, pour arriver à des sanctions, c'est beaucoup de temps, ça prend du temps, et on a vu dans d'autres conflits, ça a été la même chose, où il y a eu des sanctions qui ont été prises plusieurs mois, des fois, après qu'il y a eu des exactions et des violations graves de droits de l'homme dans certains pays. C'est ce qui justifie le fait qu'on a du mal à comprendre que les sanctions ne pourront pas tomber de sitôt. Et pourquoi la République démocratique du Congo n'est pas parvenue à peser de tout son poids, justement pour être plus audible au sein de l'Union africaine ? Tout simplement parce qu'au niveau de l'Union africaine, il faut dire que la diplomatie congolaise n'est pas très active au niveau africain. Il y a toute une série d'éléments, toute une série de points qui ont frustré beaucoup de partenaires africains du Congo, notamment la prise de position de la région, notamment l'East African Community, la SADC, la CEAC, qui sont des organisations régionales, qui avaient demandé à Kinshasa de pouvoir entamer des négociations, de privilégier la solution politique. Mais Kinshasa a refusé, voulant privilégier l'approche sécuritaire. Et alors l'Union africaine et les autres auront du mal à pouvoir aller dans le sens de Kinshasa, alors que Kinshasa refuse d'entendre le point de vue des autres partenaires. Ça se justifie pourquoi, effectivement, Kinshasa n'arrive pas à convaincre ses partenaires africains à aller dans son sens. Alors justement, quelle place aujourd'hui on peut accorder aux négociations alors qu'on est en pleine escalade? Le président Félix Tshisekedi, qui doit d'ailleurs prendre la parole ce soir, est-il en position de force ou de faiblesse pour entamer justement ce genre de discussion avec le Rwanda, avec son homologue Paul Kagame? Il faut souligner que Kinshasa se retrouve aujourd'hui en position de grande faiblesse, parce que Kinshasa a mis tous les moyens pour pouvoir empêcher la chute de Goma. Il y a eu l'armée congolaise, il y a eu la MONUSCO, il y a eu les pays de la SADC, il y a eu les mercenaires, il y a eu les militaires burundais, il y a eu les Wazalendo, il y a eu aussi les FDLR. Cette coalition, elle a été défaite par l'armée, par la rébellion appuyée par le Rwanda, et c'est une grande défaite pour Kinshasa, et ça va avoir des répercussions non seulement au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau politique. Et lorsque l'on met tous les moyens pour pouvoir empêcher la chute de Goma et qu'on échoue, alors qu'on a bien expliqué que la solution militaire n'était pas la bonne approche, et alors là, par rapport à cette option, sur cette option de négociation, les autres pays qui, face à ça, on peut, de manière claire, sans ambiguïté, conclure que toutes les tentatives de négociation qui vont se mettre sur pied, on a déjà vu que Nairobi va aussi échouer comme a échoué et Luanda, les autres tentatives aussi vont carrément échouer. Nous allons nous retrouver dans un impasse, et dans cette impasse, malheureusement, la situation va s'enliser, et dans cet enlisement, le groupe rebelle M23 va continuer à gagner du terrain, et malheureusement il pourrait arriver que le M23 arrive à un seuil critique, comme on a déjà vu ça à plusieurs reprises dans d'autres conflits en RDC, et à ce moment-là Kinshasa sera véritablement, le régime de Kinshasa sera en difficulté pour arriver à faire marche arrière, et la rébellion pourrait être en position de force pour imposer son agenda par rapport à Kinshasa, et on ne saurait pas
aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, prédire l'issue de ce conflit. On verra en tout cas ce que dira le président Félix Tshisekedi. Il doit faire un discours à la nation ce mardi soir. Merci infiniment Bob Kabamba pour votre décryptage. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.